en tout cas d'avoir recours à des fournisseurs d'énergie qui vous fournissent une énergie dite à plus faible intensité de. Alors, ce qui est important de bien noter sur le scope 2, c'est qu'il y a deux différentes approches qui sont définies par le GAG protocole. Donc ça, ce sont deux approches qui ont été formalisées depuis 2015. Et donc, le GAG protocole recommande la présentation de ces deux approches en même temps, c'est-à-dire de faire les deux types de calculs pour mieux refléter l'impact réel des choix énergétiques de l'organisation. Donc, on a la première méthode qui est dite location-based et la seconde, le market-based. Donc, pour le location-based, en fait, cette méthode consiste à utiliser des facteurs d'émission moyens du réseau électrique local ou national, alors que l'approche dite market-based, elle repose davantage sur le fait d'utiliser des facteurs spécifiques aux fournisseurs ou aux contrats d'électricité. Bien garder en tête là aussi que le GAG protocole demande dans ses standards de bien calculer ces deux approches et de les comparer. Ensuite, là, on vous a mis en fait, une hiérarchie des différents facteurs d'émission qui sont utilisables pour le market base. Il y a plusieurs options qui existent pour déterminer ces facteurs d'émission. Tout d'abord, on a les certificats d'attribut énergétique ou les garanties d'origine qui attestent en fait que l'électricité consommée provient de sources renouvelables. Donc ça pourrait être, alors, ils sont classés, hiérarchisés selon leur niveau de précision, comme vous le voyez sur la droite. Donc le certificat d'attribution énergétique est le facteur d'émission market base le plus précis, alors que quand on va passer sur le facteur à défaut du location base qui est le moins précis. Donc, en premier, donc les certificats d'attribut énergétique. Ensuite, nous avons les contrats d'achat d'électricité qui permettent eux aussi d'associer une électricité à zéro émission. Ensuite, nous avons donc les taux spécifiques aux fournisseurs qui sont là, qui dépendent aussi de la disponibilité de l'information. C'est de certains fournisseurs d'électricité, peut-être même la plupart, peuvent donner des facteurs d'émission spécifiques à leur localisation et aux endroits de production. Ensuite, nous avons le mix résiduel. Ça peut être. Alors, je pourrais dire un peu, c'est l'option. Si les autres ne sont pas disponibles, on privilégie le mix résiduel. Si on ne peut pas avoir un des trois premiers facteurs d'émission qui sont plus précis, on va se reposer donc sur le mix résiduel euh, pour, euh, pour éviter notamment le double comptage. Et puis, à défaut, si vraiment aucune des autres informations n'est disponible, on revient à la méthodologie dite location-based, c'est-à-dire on privilégie les moyennes enfin, les facteurs d'émission moyens au niveau de la localisation de la production d'électricité. Antoine, je voulais juste rajouter quelque chose sur la slide précédente, juste pour notre auditoire. Donc, l'équivalent en France, en fait, des Energy Attribute Certificate, c'est les certificats verts ou c'est les certificats de garantie d'origine d'électricité. C'est tout le temps la même chose. Et deuxième commentaire, pourquoi c'est l'instrument le plus fort en termes d'impact sur votre bilan carbone? C'est parce que c'est le seul comment dire, c'est la seule justification, la seule preuve formelle qui est réglementée par la Commission de régulation de l'énergie en France, qui certifie que un électron qui arrive dans votre circuit électrique local sur lequel vous avez payé à travers une facture vient bien d'une production d'énergie renouvelable. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'équivalent. Voilà, c'est vraiment la justification la plus forte dans un bilan carbone. Questions, n'hésitez pas, on les adressera juste après. Là aussi, on voulait faire un petit rappel sur le calcul des émissions.
notamment du scope 3. En fait, il est essentiel dans le scope 3 de bien choisir sa méthodologie de calcul. Il en existe différentes. Euh, la première, on pourrait la qualifier de méthode spécifique aux fournisseurs. On aurait une autre approche qui serait une moyenne sectorielle, une approche basée sur les dépenses, ce qu'on appelle le spend-based, ou alors une approche dite hybride. Donc, par exemple, l'objectif, c'est de rassembler toutes les données d'activité pertinentes. Ça, c'est le plus gros point, généralement, enfin, le point le plus compliqué sur le scope 3, c'est d'obtenir de la donnée la plus précise possible. Par exemple, on va parler de kilomètres parcourus ou de kilos de matière consommée pour y appliquer les bons facteurs d'émission. Euh, généralement, là, je ne sais pas si Abdé, tu voulais dire un mot là-dessus sur les allocations. Euh, en tout cas, sur les approches de haut niveau, on va utiliser des clés de répartition quand on n'aura pas de données précises pour chacun des sites. Ouais, exactement. Donc là-dessus, sur le volet allocation, en fait, ce qui est important, donc le scope 3, comme l'a expliqué Antoine, c'est tout ce qui est pas sous votre contrôle direct, donc ce qui est amont, donc essentiellement votre supply chain fournisseur, et tout ce qui est aval, c'est votre supply chain de distribution si vous distribuez des biens ou des services. Ça fonctionne aussi, c'est plus simple sur le service. Euh, Après, quand vous allez demander à un fournisseur des données sur ses émissions, bah, évidemment, vous n'allez pas attribuer 100%, enfin allouer plutôt qu'attribuer 100% des émissions de votre fournisseur à vos activités. Il va y avoir une clé de répartition qui va dépendre de la proportion, je simplifie normalement, mais la proportion d'émissions qui vous est attribuable dans l'ensemble du paquet d'émissions du fournisseur. Et puis ça marche sur l'ensemble des acteurs de votre supply chain. Donc, quand je dis fournisseur, ça peut être aussi transporteur. Quand c'est je sais pas, je prends l'exemple de camion. Un camion transporte assez rarement de la marchandise pour un seul client. C'est souvent des tournées. Typiquement, vous n'allez pas prendre en compte l'ensemble des émissions de ce camion-là pour votre tournée à vous, et ainsi de suite. Vous pouvez décliner ça sur la logique des, de bâtiments que vous louez ou que vous sous-louez, etc., etc. C'est aux questions. On voulait aussi conclure sur l'approche du SBTI, donc le Science Based Target, que vous connaissez sûrement. En fait, c'est le standard existant qui s'appuie sur des données scientifiques et qui valide les trajectoires de décarbonation des entreprises. Ce qu'il faut savoir par rapport au scope 3 et au SBTI, c'est que si les émissions de gaz à effet de serre du scope 3 représentent plus de 40% du total des émissions, scope 1, 2 et 3 cumulés, il est dit, en tout cas à travers l'initiative, obligatoire de fixer une cible de réduction pour le scope 3. Et cette cible, si elle est obligatoire, elle doit couvrir au moins 67% du total des émissions de scope 3, pardon, que ce soit par catégorie ou de façon combinée. Euh, Ça, c'est vraiment dans le but de définir des démarches ambitieuses et alignées avec les exigences scientifiques. Et puis donc, comme je vous le disais en amont, généralement le scope 3, c'est quand même le plus gros des scopes pour une entreprise. Donc, si jamais vous voulez rentrer dans une démarche du SBTI, c'est important de garder en tête qu'il y aura ce type d'injonction de définir une target sur l'ensemble du scope. Donc voilà, donc on a passé en revue ce dont on voulait vous parler. Peut-être maintenant vous laisser la parole si vous avez des questions par rapport à cette présentation ou par rapport des questions par rapport à votre propre démarche de décarbonation. Je vous laisse mettre par écrit ou prendre la parole directement. Ouais, on a déjà quelques questions dans le chat. Je peux commencer par les traiter si tu veux, Antoine. Donc, est-on obligé de calculer les deux méthodes, location-based et market-based? La réponse est oui, c'est obligatoire et c'est à votre bénéfice en fait. Parce que par défaut, si vous n'avez pas les informations pour calculer le market-based, bah, le market-based sera égal au location-based. Par contre, si vous avez je sais pas, des certificats d'origine pour votre électricité, bah, c'est dans votre intérêt de calculer le market-based parce qu'il va être inférieur au location-based à ce moment-là. Parce qu'on déduit la part d'émission euh, qui a été réduite en fait là-dedans.
Donc la deuxième question, c'est sur notre auditeur nous a demandé sur notre dernière CSRD de détailler nos calculs en market-based, location-based. Est-on obligé de calculer les deux? Oui, donc la réponse est la même. Tout à fait. Alors pour le résidual mix, comment savoir si le facteur d'émission est fiable? Exemple pour un facteur d'émission résiduel mix en Chine. Alors la Chine, c'est un très bon exemple. C'est très difficile de savoir si c'est fiable. Donc les facteurs d'émission les plus par défaut, en fait, les plus fiables que nous on considère, c'est ceux qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie, qui est une source payante malheureusement, mais en tout cas, elle donne quand même des garanties de méthodologie. Et après, de manière générale, même indépendamment du résidual mix, comment savoir si les facteurs d'émission sont fiables? Bah, c'est très honnêtement assez subjectif, mais il y a quand même une base commune qui fait qu'on a, je sais pas, je dirais peut-être une cinquantaine de sources qui est considérée comme la plus fiable. Et puis ces groupements de sources, bah, ça change en fonction des régions. Quand on fait nos bilans carbone ici, voire en Amérique du Nord, on va pas utiliser les mêmes sources qu'en France. En France, on a l'ADEME, par exemple, qui est un excellent fournisseur d'informations et de données fiables, qu'on utilise aussi d'ailleurs dans d'autres pays. Donc c'est voilà, ça dépend, c'est au cas par cas. S'il y a des questions un peu plus précises, je peux essayer d'y répondre. Après, j'ai pas compris la dernière question. Les certificats d'origine pour le scope 3 sont-ils reconnus par le GAG et par les auditeurs SAF certificat de déplacement pro? Je veux bien un peu plus de contexte si vous voulez qu'on essaie de traiter cette question. Alexandre, Oui, bonjour. ou Jean, pardon. Donc effectivement, je suis pas mal démarché par tous les fournisseurs de certificats d'origine, alors côté électricité, mais il y a des nouveaux intervenants sur la partie, alors ça s'appelle pas forcément des certificats d'origine, mais ça s'appelle des certificats SAF pour Mhm. le biocarburant. Et je voulais savoir si c'était une démarche où on pouvait faire raisonner comme sur le market base et du coup, si on achète 100% de l'électricité en certificat d'origine, on peut du coup décarboner comme ça et se mettre sur une volumétrie à zéro ou ça fonctionne pas encore comme ça. Voilà, je voulais savoir s'il y Ouais, avait une démarche agreed par le GHG protocole ou pas, ou c'est quelque chose de nouveau, ou voilà, je voulais un peu ouais. en savoir un peu plus sur ça. Ok. Eh ben, c'est une très bonne question. Il y a plein de choses dedans. Je vais commencer par noter que donc on parle bien du scope 3. Donc tout ce qui est Ouais, market-based, location-based, c'est uniquement lié à scope 2. l'électricité dans le scope 2. Voilà. Mm. Donc juste pour l'auditoire, donc ça Ouais, c'est très bien. Ensuite, quand on parle de scope 3 sur le volet SAF, en fait les certificats SAF, c'est assez compliqué comme sujet parce que ça va impliquer ce qu'on appelle les émissions biogéniques, ouais. donc, qui sont des émissions biogéniques. Dans votre cas, si vous achetez du SAF à un fournisseur, qui sont indirectes. Le GHG protocole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les émissions biogéniques doivent être reportées séparément de tous les scopes. Ça rentre Ah, pas dans le cadre des scopes 1, 2, 3. ah, Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Par contre, donc, pour justifier des émissions biogéniques quand il y a du SAF qui est dedans, bah oui, les certificats SAF sont le seul moyen, en fait, aujourd'hui. Euh, Et après, donc ça, c'est sur la théorie de comment on reporte les choses. Après, dans la pratique, dans la vraie vie, entre guillemets, la réalité, quand vous achetez du SAF, concrètement, ça va réduire votre quantité de gaz à effet de serre dans votre bilan. Voilà, c'est ça que ça va faire par rapport à un carburant classique. Donc, à la ok, fin, comment on le rentre dans des cases pour que ça réponde à ce que demande la GHG protocole, c'est une chose, donc les émissions biogéniques, etc., ce que j'ai dit avant. Mais par contre, une fois que vous avez du SAF entre les mains, bah, mécaniquement, votre facteur d'émission est beaucoup plus faible, pas beaucoup, est plus faible, pas encore beaucoup ouais, plus faible. Et donc, ça va avoir un impact sur votre bilan carbone, ce qui est voilà, positif. Dans tous les cas. ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Non, c'est clair. Je serais curieux de savoir, autour de la table, peut-être avant de poursuivre sur les questions, est-ce que c'est clair pour vous, parce qu'on parle beaucoup de GHG protocole ici, le bilan carbone versus GHG protocole? Dans les détails, peut-être pas. Dans les grandes lignes, oui. Ouais, bon, je réponds à la question parce que c'est important. C'est assez simple en fait. C'est exactement la même méthode, c'est juste la présentation des différents scopes et pas dans le même ordre. Et puis c'est des vases communicants, mais c'est pas du tout présenter les chiffres de la même manière. Enfin, pas du tout.
pas présenter les chiffres exactement de la même manière, mais l'approche est exactement la même, les raisonnements sont les mêmes, et puis les mises à jour du bilan carbone méthodologiques qui sont faites, elles sont aujourd'hui pas mal basées sur ce que fait GHG Protocol, et puis on est en train d'observer une convergence assez générale là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça il y a quelques semaines, mois. Donc il y a l'organisme ISO qui fait les normes ISO. Donc il y a quelques normes ISO pour réglementer normer la quantification des gaz à effet de serre, les processus d'audit, d'assurance et de vérification. Avec le GHG Protocol, c'est une annonce pour l'instant, mais ils sont en train de travailler sur une approche conjointe pour normer définitivement un inventaire de gaz à effet de serre, je ne vais pas l'appeler bilan carbone, qu'on pourrait appliquer de manière uniforme partout sur la planète pour qu'il n'y ait plus de divergence. Parce qu'en France, il y a le bilan carbone avec ses spécificités, puis il y a d'autres pays aussi dans le monde qui ont des approches avec leurs propres spécificités liées à leur régulation locale. Mais la différence, il y avait une différence qui avait trait à la comptabilisation des gaz à effet de serre liés aux immobilisations. Et de mémoire, le bilan carbone opérait un amortissement un peu comme on a un amortissement comptable, alors que le GHG Exact. Protocol considère que chaque bâtiment est 100%. Et donc ça faisait une grosse différence en fait. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que nous, on est En fait, passé le de bilan GHG, carbone à GHG Protocol l'année dernière. Et c'est vrai que d'accord. les chiffres sont difficilement lisibles pour le coup. Vous avez mécaniquement une augmentation du volume sur la catégorie 2 du scope 3. C'est ça, hein, vous voyez. On a seulement si on a des nouveaux bâtiments qui entrent. Oui, tout à fait. Mm. Ouais. Et donc ça, c'est toujours le cas, c'est toujours la même différence. Oui. Ouais. Ok. Et l'harmonisation globale mondiale, elle serait prévue pour quand? Tu sais, Alors, ça, s'il avait la réponse. la question à $1 million, ouais. Très honnêtement, ça prend du temps, ce genre de choses. Faut pas s'attendre à quelque chose avant 2027, 2028, je pense. Parce que là, ils en sont à la phase comment ils appellent ça, de concertation, je pense. Mhm. Donc, il y a une espèce de sondage, d'engagement de parties prenantes dans plusieurs pays, etc. Ça va prendre minimum un an et demi avant que les résultats soient collectés pour ensuite entamer j'imagine, les travaux sur la méthodologie. Donc, voilà, faut pas trop mettre d'espoir dessus à très court terme. Je sais pas si tu as Et une... pas de question. Oui, vas-y. Non, je disais juste aux participants de ne pas hésiter à réagir ou poser des questions. Là, on a un peu de temps. Mais vas-y. Moi, la question que je voulais poser est ouverte un peu à tout le monde. Là, on parle beaucoup d'inventaire, de bilan carbone et de comptabilité en tant que telle. Moi, je serais curieux d'entendre aussi les participants sur les initiatives de décarbonation et puis les enjeux que vous rencontrez à vous lancer là-dedans, à faire avancer des initiatives, quelles qu'elles soient. Et est-ce que ces enjeux sont plutôt à des niveaux de décision d'entreprise, au niveau business ou des niveaux d'implémentation? Il y a plein de choses aussi qu'on peut raconter là-dessus. Ouais, les bonnes pratiques. Ben alors ça, on va avoir une session spéciale sur ça à la fin d'Accélérateur. Donc si ça t'intéresse, tu pourras t'y connecter. Mais évidemment, s'il y a des remarques sur ça, n'hésitez pas, hein. On a un peu de temps. Et c'est vrai que les bonnes pratiques en tant que telles, on parle un peu moins souvent. Est-ce que quelqu'un veut faire un retour sur ça? Ou peut-être une stratégie déjà bien avancée avec des activités qui se passeraient bien, qui se passeraient moins bien pour réduire les émissions? Nous, on a commencé par surtout maîtriser la remontée d'informations et la gestion en fait déjà des consommations d'énergie. Donc avec un outil, une plateforme connectée à tous les différents fournisseurs d'énergie et en allant plus loin avec en fait de la télérelève qui au quart d'heure près permet d'avoir une vision euh, euh, plus juste. Et donc ça, c'est déjà quand même un gros morceau. Faire aussi des... Effectivement, je vais rappeler à Pardon?
De quel secteur votre entreprise? Et on est dans les maisons de retraite. Ok. Et donc, on a 1046 bâtiments dans 21 pays. Donc de propriétaires, j'imagine? Non, Non? Pas pour- en fait, la stratégie, c'est de plus être propriétaire, mais on les considère, on a un contrôle opérationnel, donc on prend 100%. Ouais. On prend 100%. Euh, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Sinon, l'autre chose aussi qui nous a pas mal aidé dans la planification des priorités, c'est de faire des, euh, des audits énergétiques partout. Et l'avantage de l'audit énergétique, c'est que ça donne très très concrètement et très spécifiquement au bâtiment, ça donne des avenues et des leviers d'action. Et ça permet vraiment pour chaque bâtiment d'aller chercher peut-être ce qui coûte le moins cher parfois, les low hanging fruit, et puis aussi euh, après ce qui est ce qui est le plus matériel. Euh, voilà. Ça, c'est des trucs qui coûtent peut-être moins cher, mais qui donnent déjà des résultats avant même d'avoir des politiques, des trajectoires, des choses comme ça. Puis à partir de ça, effectivement, on a bâti des trajectoires, mais ça nous a vachement aidé déjà. Ouais, je vous rejoins là-dessus, c'est très bien, hein. Enfin, en effet, le premier morceau là, je sais plus quelle était la slide que Antoine présentait sur la réduction, la performance énergétique, c'est quand même la première pierre à l'édifice, et comme vous avez dit, qui est relativement peu cher et qui permet d'avoir des résultats assez vite. Je pense que l'enjeu dans ce genre de contexte, c'est l'énergie. En fait, on est vachement limité par la grille énergétique du pays dans lequel on est. En fait, on peut compresser et essayer de réduire au maximum. Il y a un moment, il y a quelque chose qui est incompressible. Bon, la France, on a la chance d'avoir quand même un réseau assez décarboné par conception, mais quand même un petit peu carboné. Et après, les démarches sur tout ce qui n'est pas énergie, là, ça devient des choses qui sont plus difficiles parce qu'il y a assez peu de contrôle. Puis ça met à risque des décisions business, en fait, de changer de fournisseur, changer de distributeur, changer de transporteur, de logisticiens. C'est des enjeux qui dépassent en fait le bilan carbone en tant que tel. Oui, et puis nous, le scope 3, c'est 70% de nos émissions. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, malgré le fait qu'on ait des bâtiments chauffés 24 heures sur 24, etc. Mm-hmm. Donc là, c'est vrai, la réorganisation que je voyais regrouper tout le monde ensemble, non, pas possible. Oh, merci pour le partage. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Naomi qui voulait réagir aussi. Oui, Naomi Loumet pour le groupe Assystem. Donc, on est une entreprise d'ingénierie, conseil dans le secteur de l'énergie, plus particulièrement dans le nucléaire. Okay. Je m'adresse à toute personne dans la salle, hein, peut-être plus précisément à Véronique. Vous précisiez tout à l'heure que vous aviez fait des projections, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'aviez formulé. Je me demande au final comment est-ce que vous avez procédé, puisque nous, la difficulté qu'on va rencontrer, c'est de se dire effectivement, j'ai une action de réduction d'émissions que je souhaite mettre en place. Comment est-ce qu'en fait je modélise l'impact de réduction sur mon empreinte, plus particulièrement quand j'ai un SBTI à 2030-2035. Voilà. Oui, alors on a été accompagnés. Donc, nous, les maisons de retraite, hein, donc surtout de la partie énergie, en fait, il y a un outil qui s'appelle CREM, qui est un outil, enfin, qui est une plateforme justement qui aide à construire des trajectoires de décarbonation spécifiques pour l'immobilier. D'accord. Voilà. Et y a la version crème, la dernière version crème, elle est en fait validée SBTI. Ouais. Et donc, on rentre dedans nos consommations actuelles et en fonction de nos capex. Enfin, il y a plein de nos capacités d'investissement.
alors là, toute une série d'hypothèses. Et la machine nous sort effectivement en fonction déjà donc de la taille de notre bâtiment, de l'âge de notre bâtiment, des caractéristiques du bâtiment. La plateforme permet de pouvoir quantifier ce que les différents leviers de décarbonation peuvent apporter et d'aligner ça SBTI. Mais on l'a pas fait seul. Hein. Vous avez été accompagné par qui, si je peux me permettre? Je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Je vous le dirai en private message si vous voulez. D'accord, je vois, merci. Je sais pas si on a le droit de nommer les partenaires. Enfin, moi, ça me dérange pas, mais je sais pas si c'est le protocole du pacte. La contre-indication. Il y a pas on a été accompagné par une boîte qui s'appelle Elan, E-L-A-N. Ils appartiennent à Bouygues. Voilà, et c'est vraiment des ingénieurs spécialisés dans le bâtiment. Et juste pour, enfin, donc ce que vous avez fait sur le volet real estate immobilier avec l'outil CREM, c'est très bien. Juste je peux donner des éléments contextuels sur comment procéder. En fait, les concepts, je suis désolé, j'ai que des termes anglophones qui me viennent en tête, mais en fait, l'approche première, c'est de prendre une approche top-down. C'est de se dire, c'est quoi le scénario, la cible théorique et puis la trajectoire théorique que vous souhaitez atteindre, sans se poser la question des moyens d'y arriver. Donc SBTI est un très bon moyen de le faire. En fait, SBTI fournit énormément de données, d'hypothèses méthodologiques et de trajectoires théoriques par secteur d'activité en fonction de plein d'hypothèses sur les évolutions des marchés, du prix du carbone, des technologies, bref, il y a plein de choses qui sont prises en compte dans ce que fournit SBTI. Donc c'est pour ça que les SBTI sont les plus avancés, je dirais, quand même là-dessus. Donc une fois que vous avez votre trajectoire et votre cible théorique et top-down, donc imaginons que c'est net zéro 2050 pour n'importe quelle entreprise, c'est la théorie idéale. Bah, comment on fait pour se demander est-ce que je vais y arriver? Bah, là, on fait une approche qui est bottom-up où en fait, on va s'asseoir et on va regarder tous les ce qu'on appelle les hotspots d'émissions dans les bilans. Et dire pour chacun des hotspots, on les trie dans l'ordre décroissant, quelles sont les mesures de mitigation, donc de décarbonation potentielles que vous êtes en mesure de réaliser. Et en fait, on va regarder pour chacune de ces mesures deux choses. L'impact en termes de réduction de gaz à effet de serre année après année, ça se modélise individuellement pour chacune des mesures, et le coût en termes de CAPEX et d'OPEX. Et en fait, à la fin, vous allez sommer l'ensemble de vos mesures, donc vous allez pouvoir sommer l'ensemble des réductions potentielles, et ensuite les coûts, on va les mettre de côté pour l'instant, et vous regardez est-ce que vous êtes en mesure d'atteindre votre cible théorique, donc, dans mon exemple, net 0 2050. Et généralement, il y a toujours un écart. On somme les mesures de mitigation, puis on se rend compte qu'il y a un palier qui est incompressible pour atteindre le net zéro. Et en fait, l'objectif, c'est de faire cet exercice dans les deux sens, donc top-down et bottom-up, pour se dire, OK, qu'est-ce qui me reste aujourd'hui à identifier que je ne suis pas capable d'identifier pour l'atteindre. Et cet écart-là, en général, c'est là où on va sortir les coûts de CAPEX et d'OPEX qu'on aura calculé pour chacune des mesures, de se dire, OK, est-ce que au regard de ces coûts que je vais devoir engendrer et de ces investissements que je vais devoir mettre en place pour atteindre ce que je peux faire dans la mesure du possible sans atteindre ma cible, qu'est-ce qui me reste à aller chercher comme investissement? Et est-ce qu'il existe des technologies dans mon secteur d'activité qui vont me permettre de combler ce gap? Et donc, en fait, cet exercice-là, c'est vraiment un exercice assez technique où, en fait, il y a de l'ingénierie derrière, et puis ça va être très granulaire sur vos activités. Donc là, on parle de bâtiments avec REM. Si c'est des supply chain, on va regarder des scénarios de routes logistiques différentes. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et c'est cette logique-là qui est toujours la même. Et c'est le plus difficile. Le bottom-up, c'est l'exercice le plus complexe parce que ça demande vraiment de s'asseoir et de regarder, mettre un peu carte sur table et de regarder de manière très concrète qu'est-ce que je suis vraiment en mesure de faire et est-ce que je suis capable de le financer? Est-ce que tout ça, ça me permet d'atteindre mon target idéal? C'est noté. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est des éléments que j'avais d'ores et déjà en tête. On est en plein, comme vous dites, dans le bottom-up, où au final, on a un peu une trajectoire de réduction à livrer pour février, à publier dans notre rapport de durabilité. Donc l'année dernière, on a réussi un petit peu à y échapper, si j'ai envie de dire, parce que c'était la première année de reporting CSRD, bien évidemment.
On a rendu une feuille un petit peu partielle sur nos géographies un peu plus sûres, qui sont la France et le Royaume-Uni. Là, on étend nos champs de reporting à l'Inde et à l'Arabie Saoudite, et c'est vrai que les leviers de décarbonation ne sont pas aussi évidents que dans les précédentes géographies. Merci beaucoup. Rien. Questionnement, retour d'expérience, question. Bon, on pourra profiter d'un autre moment, mais moi j'ai quelques éléments d'agenda à vous indiquer. Donc si on peut libérer Abdé et Antoine ou d'autres Parfait. questions. Eh ben, merci. Merci. Merci à tous les deux. Bonne journée tout le monde, bonne continuation. Merci. Merci. Vous aussi. Il y avait un sur le chat. Non, merci beaucoup. Ça va. Je cru que c'était une dernière question, mais c'était un remerciement. Merci Abdé et Antoine. Alors. Écoutez, merci pour les petites remarques. Moi, je voulais juste, avant qu'on clôt la session, faire un petit rappel d'agenda. Parce que là, on arrive un peu à la fin à la fin de l'accélérateur, tout simplement. On a vu un peu les 3 modèles que je vous ai remis ici. Pardon, ça bug un peu. Voilà, ça devrait marcher. Donc là, on vient de faire un peu les retours sur le module 3 avec la gestion des émissions. Là, ce qu'il nous reste à faire, déjà de votre côté, c'est peut-être si tous les e-learning n'ont pas pu être réalisés, prendre le temps de les faire. Il y a encore un petit peu il y a le mois d'octobre là qui vous permet de retomber un peu sur vos pattes. Je sais qu'il y a encore des mails de dysfonctionnement, mais il me semble que j'ai un peu tout adressé. Donc, si ça marche toujours pas, n'hésitez pas à ce qu'on rééchange entre nous, hein. Ça, c'est pas un problème. Et là, il nous reste une dernière session qui est planifiée pour le 23 octobre. Ça marche pas. Oups. En fait, le module 4, qui n'est pas vraiment un module en tant que tel, mais c'est plutôt le module où on va conclure et on va ouvrir peut-être sur vos propres cas, un petit peu comme on a commencé à faire aujourd'hui finalement avec ce rapide temps d'échange avec Abdé et Antoine sur vos propres cas. Donc l'idée, c'est qu'on a une session que moi j'ai planifiée pour le 23 octobre, mais qui potentiellement peut être optionnelle si on trouve personne qui veut s'exprimer. J'en doute, mais on ne sait jamais. L'idée, c'est que donc là, pendant le mois, si je pourrais avoir quelques volontaires qui reviendraient vers moi pour peut-être parler de leur propre cas d'entreprise, peut-être en s'appuyant sur l'Activity Pack qui est disponible dans votre espace accélérateur, sur lequel vous aviez pu, si vous en êtes servi, poser vos réflexions, votre propre cas, vos postes d'émission, etc. Je sais que c'était assez précis, mais c'est pas obligatoire, hein. C'est un outil qui vous permet de mettre à plat vos idées. Et dans tous les cas, donc pour cette session du 23 octobre, si évidemment ça vous intéresse toujours, vous, la promotion de l'accélérateur Climat 2025, qu'on identifie peut-être, je ne sais pas moi, 3-4 entreprises volontaires pour présenter leur situation. Là, c'est vrai qu'on parle de plan d'action à 6, 12, 24 mois. Si vous avez des plans d'action déjà prêts, c'est tant mieux. Le bonus, c'est que ça vous permet d'avoir ensuite le certificat de l'accélérateur si vous le mettez en ligne, ce plan d'action. Encore une fois, tout ça est sous regard de volontariat, hein. On ne va pas vous forcer à faire quoi que ce soit, mais voilà comment j'imaginais cette session du 23 octobre. 3-4 entreprises qui présentent leur situation. J'ai entendu par exemple là que une entreprise était en instance de validation SBTI, donc peut-être de voir comment ça s'est passé pour vous et de faire un retour d'expérience. Je sais qu'il y a un e-learning qui vous entraîne à ce type de pitch. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut, parce que je ne l'ai pas regardé, mais on peut se dire qu'on fait ça sans pression, hein. On se connecte et puis on enchaîne un peu les témoignages avec des questions-réponses entre nous, comme on sait le faire depuis 6 mois maintenant.
Donc voilà, je fais un petit appel et je vous ferai un mail dans tous les cas pour le doubler, un appel à volontaires pour présenter et témoigner son propre cas d'entreprise de stratégie climat dans le cadre de cette session du 23 octobre. Donc pas obligé de répondre maintenant, hein, sauf si vous êtes très motivé. Mais je vais revenir vers vous par écrit pour ça. Et puis, si de manière proactive, vous voulez vous porter volontaire, n'hésitez pas à m'envoyer un email. En tout cas, vous allez avoir l'information incessamment sous peu. Florian, à un moment donné, tu avais parlé du fait que la dernière session soit en présentiel. C'est toujours Et, d'actualité ou plus du tout? et non, c'était une Non? hypothèse voulue idéalement, mais les considérations logistiques ne me permettent pas de le faire, D'accord. en tout cas. OK. Voilà. En ligne, il y avait aussi l'aspect que on a des participants de cet accélérateur un peu répartis dans toute la France, donc c'est un peu C'est pas moins, idéal. OK. voilà, pas égalitaire mais bon, c'est une idée que je garde en tête et je sais que sur d'autres accélérateurs, ça a été possible, donc je vous dirai ça plutôt l'année prochaine. Enfin, ça sera peut-être plus faisable l'année prochaine, quoi, par exemple. J'ai une question sur le livrable. Dans quelle rubrique doit-on le soumettre? C'est directement dans l'espace accélérateur, hein, et c'est vraiment dans le module 4. On pourra regarder ensemble si vous voulez, Alexandre, mais c'est une fois que vous entrez dans ces différentes lignes, hein, les modules, et une fois que vous rentrez dans les lignes du module 4, il doit y avoir un moment, un espace pour soumettre et uploader le livrable. Je pourrais regarder plus en détail et mettre des captures d'écran dans le mail ensuite que je vais envoyer en amont de cette session du 23 octobre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure cette heure. Et puis pour finir, comme d'habitude, si vous pouvez juste remonter vos impressions et votre satisfaction de cette session dans le cadre du formulaire. Ça nous aide à modifier un peu le contenu. Pour rappel, hein, tout le contenu, il est fourni par notre siège, mais tout ça a vocation à évoluer, hein, dans les années. Le livrable sera-t-il visible publiquement? Ça, c'est une question aussi. Non, le livrable, c'est vraiment à destination de la promotion de l'accélérateur climat. À confirmer quand même, mais pareil, je vais pouvoir confirmer ça et vous le dire. Mais on sait qu'il y a des considérations de confidentialité Ouais. potentielle, donc à voir si ça ne fait pas conflit avec ça. Je suis quasiment sûr que ça reste dans le carcan de la session, mais je vous confirmerai vraiment pour être à 100%. Je disais oui que vos retours nous permettent de faire évoluer le format et de manière proactive, le format il évolue aussi. Je sais que le SBTI a lancé une académie, donc une sorte de site de cours depuis 2 jours là, donc qui aura vocation à nourrir aussi le contenu et de l'accélérateur climat du Pacte mondial, mais aussi de notre propre académie, parce qu'on a aussi une académie du Pacte mondial, donc un site d'e-learning. Tout ça va un peu fusionner. Et donc ça va probablement changer le visage un peu de l'accélérateur sur les années suivantes. Je ne vous dis pas ça pour que vous veniez participer à l'accélérateur l'année prochaine, mais sachez que voilà, ça peut évoluer. Et je sais que certaines entreprises parfois font participer plusieurs salariés d'une année à l'autre. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous, même si ce n'est pas forcément vous, parce qu'il y aura clairement des redites. Mais voilà, tout ça a vocation à évoluer. Il y a 2 semaines, sur la session plutôt libre sur le contenu, on avait aussi fait un focus sur les évolutions d'SBTI qui vont arriver, la mise à jour de leurs normes principales. Ça, pareil, ça peut amener à des modifications de contenu. Et donc, moi, je suis en train de réfléchir à un format peut-être les alumni de l'accélérateur climat, donc des dernières années, parce que ça fait maintenant 3 ans qu'on le fait, qu'on l'anime en France, et je sais que ensuite les entreprises, c'est pas fini pour elles. Donc voilà, si ça vous intéressera, je pourrais vous renseigner sur ce format BIS qu'on va probablement lancer en 2026. Les alumni de l'accélérateur, j'ai pas trouvé de nom encore parce que c'est en réflexion, mais l'idée est là, et de pouvoir aussi toujours vous faire échanger entre vous, entre entreprises des différentes promotions, et peut-être avec un peu plus de temps et de prise en main par nous-mêmes, le Pacte Réseau France. Parce que là, c'est vrai qu'on dépend un peu du siège, on dépend un peu des consultants qui sont très d'une qualité super, hein, mais qui sont basés voilà, au Canada,
ouais, on a un petit peu moins la main à 100%, donc on aimerait reprendre aussi un peu plus de main sur ça, donc pour un format en parallèle. Voilà, ça pour dire que voilà, une fois que la promotion 2025 est finie, ça ne veut pas dire que tout est fini sur ce sujet-là au sein du Pacte mondial Réseau France. On essaie de trouver des continuités. Top. Oui, les replays, j'ai bien vu la demande hein, en début de session. Je sais que tout ne fonctionne pas tout le temps, mais je vais faire un package et regarder les replays qu'on a pour les envoyer. Je ne vois pas qui vous êtes directement dans le chat, mais il me semble qu'on avait déjà échangé par mail et puis c'est vous en visio. Pas de souci, je l'ai bien noté. Je vais regarder ça à la fin de. Je sais pas si c'est vous qui avez échangé avec moi, mais j'espère que vous avez eu accès aux e-learning directement sur la page Académie, sur votre espace Académie. C'était peut-être pas vous, hein. Non, c'est pas moi. Bonjour. Non. Bon. En fait, je viens d'intégrer l'équipe, donc je vais voir après avec ma direction, savoir peut-être qu'eux, ils ont déjà les documents ou les liens ou Ouais. la Euh, plateforme. C'était quelle société? Bon, on pourra voir, mais Euh, USP Sécurité. bon, ça me dit rien, mais pas de souci. Je vais regarder par la suite. Merci. Excusez-moi, Florian, je peux vous poser une question? Oui, juste attendez, monsieur, envoyez-moi un mail, comme ça j'ai bien votre nom, votre prénom et puis votre entreprise, hein. Sinon, je peux reposer la question sur le sondage. Et la dernière question, Oui, oui, c'était oui, si on avait une question particulière. pas de souci. Peut-être Mais plus là, facile pour en vous. fait, je vois pas votre nom et je vois seulement sous le nom de user, donc c'était juste pour pas Oui, vous. quand je me suis connecté, c'est ce qui a été mis. Ok, bon, ben, ça marche. Enfin, je vous mettrai tout Ça ça. marche. Merci beaucoup. Il y avait une autre question. Oui, j'ai une Oh, question. Juste pour être sûr, je voudrais reformuler. Donc, on est d'accord que pour le 23 octobre, on fait le plan d'action 6-12-24 mois selon SBTI et on vous le soumet. alors, il y a deux. Et je vais prendre la question aussi qui est dans le chat, qui demande la date limite pour Ouais. soumettre le plan d'action. Le 23 octobre, c'est pas la date limite, hein. C'est-à-dire que même si vous le faites après et que vous le soumettez en ligne, vous aurez un peu de temps. En général, ça va jusqu'en novembre, donc ça, c'est pas un problème. Ok. Moi, ce que je demande pour le 23 octobre, c'est qu'en fait, c'est la date d'échange entre nous qu'on a calé pour ce sujet-là. Et donc, ce que je recherche, c'est des entreprises volontaires pour expliquer où elles en sont sur leur stratégie climat, comment elles ont pris les infos de l'accélérateur, est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a eu des réussites, et un petit peu faire la suite de ce qu'on a commencé rapidement à faire là pendant le temps d'échange et où Madame qui était dans le secteur des maisons de retraite a pu nous expliquer rapidement des choses. Donc moi, je cherche des volontaires, mais ça ne veut pas dire que le 23 octobre, il faut que vous ayez fait votre plan, il faut que vous ayez tout envoyé dans l'accélérateur, uploader les choses et valider. C'est deux choses en parallèle. Et encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le format de l'action plan, là, du plan 6-12 mois, c'est pas non plus une obligation de vous servir de ce format-là pour venir nous raconter votre propre expérience. Ça peut être une discussion, vous avez peut-être déjà des documents, déjà des plans qui sont élaborés. L'action plan et le matériel de l'accélérateur, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir, mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser non plus. Ok, d'accord, c'est parfait. Voilà, c'est sûr que si vous voulez, vous avez le choix, hein. Et Oui. après, en termes je pense que 3, 4, 5 entreprises maximum pour faire du témoignage sur 1 heure, ça me paraît déjà bien. Donc, je ferai un peu premier arrivé, premier servi. Mais voilà, puis dans tous les cas, ça reste une session d'échange. Donc, même si vous ne présentez pas de choses, vous pouvez réagir, poser des questions et parler rapidement de votre cas en question-réponse aussi. On peut rester un peu souple. Ok, top. Je vais Merci vous beaucoup. expliquer ça par mail, de rien. Écoutez, voilà pour moi. Il nous reste 3 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des dernières réactions ou remarques. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci de votre présence et je suis encore là pendant quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Florian, journée. peut-être que Merci. si on a envie éventuellement de partager. Ah, Oui, t'es là, Florian? Ouais. oui, je suis là. On peut avoir des allers-retours avec toi avant, Ah oui, 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 bien éventuellement, sûr, bien si, sûr. si j'arrive à être prête. Oui, après, pas de pression, hein, ça reste un échange. Non, ben ouais, je sais. Mais oui, oui, n'hésitez pas à m'envoyer un mail là si ça vous intéresse, si on peut organiser un temps d'échange là dans les 3 semaines, il n'y a aucun problème. Ok, ça roule. Bon, ben je regarde ça.
Bien sûr. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Ou